Bonsoir le chat, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'écouter ce soir pour ma présentation donc, sur le jeu de rôle sur table et notamment l'utilisation des méthodes et approches du design pour la conception d'un jeu de rôle sur table à vocation thérapeutique. Donc, je vais déjà commencer par me présenter pour vous expliquer un peu ce que je fais là ce soir. Donc, de base, je viens d'une formation plutôt technique dans le domaine de la conception et de l'industrie. J'ai une formation d'ingénieur spécialisée en ingénierie des systèmes complexes, donc notamment dans les processus, méthodes et outils. Pour concevoir ce qu'on appelle un système complexe, c'est un ensemble de sous-systèmes qui vont réaliser différentes fonctions et interagir entre eux. Les plus connus, ça va être par exemple les constellations de satellites ou encore les systèmes dans le domaine de l'aéronautique, de la défense, encore de l'automobile aujourd'hui. J'ai décidé il y a 2 ans de chercher un peu de nouveauté dans ma carrière et de me lancer dans une formation cette fois-ci, toujours dans la conception, mais plus orientée dans le monde du design et de la créativité, en développant une expertise dans les process, méthodes et outils, cette fois-ci du design, pour permettre la conception de produits et services innovants. Qu'est-ce que c'est une innovation? C'est quand on cherche à concevoir quelque chose qui va combiner des sujets de différents domaines de connaissances pour apporter une nouveauté ou une nouvelle solution à une problématique. Dans le contexte de cette formation, j'étais censé faire un mémoire de recherche ainsi qu'un stage. Et vu que ça fait quelques années que je me passionne du JDR et de la psychologie, je me suis dit pourquoi pas tenter d'appliquer donc les méthodes et process du design dans ces domaines de connaissances, donc en cherchant à combiner le JDR et la psychologie pour créer un dispositif de médiation à vocation purement thérapeutique. Et ça m'a amené sur mon sujet de mémoire, donc ce qui va être le JDR comme outil de développement des compétences psychosociales chez les adolescents et jeunes adultes. Donc, parlons un peu du contexte dans lequel j'ai pu faire ce projet. J'ai eu la chance de pouvoir participer au sein de l'hôpital Necker à la suite, une unité dédiée à l'accompagnement des adolescents et jeunes adultes qui ont été hospitalisés toute leur vie à l'hôpital Necker pour une transition post-hospitalisation ou un accompagnement dans des hôpitaux pour adultes. L'objectif de la suite, c'est principalement la réhabilitation psychosociale et le soutien du développement des compétences des jeunes qui ont pu être hospitalisés à Necker pour un retour à la vie normale. En effet, le public cible de cet établissement, ça va être tous les adolescents et jeunes adultes en post-op et qui sont tous malheureusement atteints de troubles mentaux différents dus au fait d'avoir vécu une grande partie de leur vie hospitalisés à Necker. Dans ce contexte, la plupart des jeunes en réhabilitation vont souvent avoir de l'anxiété sociale, donc des difficultés avec interagir avec d'autres, voire même une volonté de ne pas intégrer des situations dans lesquelles ils vont être en groupe par peur du jugement et par évitement. Il va donc y avoir pour conséquence un retrait volontaire des relations sociales, mais aussi le développement de faible estime de soi, donc une perception négative des compétences et de leur valeur en général, et ce qui va créer pas mal d'impact sur leur motivation et sur leur volonté de participer à des activités collectives ou de s'engager tout simplement dans des projets. Là-dessus, quelle est la place des compétences psychosociales dans des interventions qui pourraient aider ces jeunes? Déjà, qu'est-ce que les compétences psychosociales? Donc, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit les compétences psychosociales comme la capacité d'une personne à faire face efficacement aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est en somme l'ensemble des habilités sociales, nos capacités et ressources pour pouvoir interagir et être actifs dans la vie. Elle se décompose concrètement en 3 sous-catégories. On va avoir tout ce qui est compétences cognitives, plutôt sur la réflexion, la prise de décision ou encore la pensée critique. On va avoir les compétences émotionnelles autour de l'empathie,
la capacité à gérer son propre stress ou à réguler ses émotions. Et enfin, les compétences sociales, les soft skills, donc tout ce qui va être assertivité, communication constructive, et qui va permettre le développement des relations en général. Et donc, d'après l'OMS, d'après différents rapports de l'OMS, le fait pour un jeune de développer et d'appliquer des activités dans lesquelles on travaille ses compétences psychosociales va avoir un impact majeur dans leur bien-être mental. Là-dessus, l'intérêt du JDR pour le développement des compétences psychosociales, vous en doutez, est assez important parce que le JDR déjà permet une grande immersion assez engageante parce que les mécaniques du jeu de rôle incitent à l'interaction ou essayent de le faire. Il va y avoir aussi une possibilité d'avoir un apprentissage expérientiel. Donc, le fait de pouvoir avoir un cadre fictif mais sécurisé pour pouvoir tester ses compétences peut être pertinent. Et enfin, il y a une certaine flexibilité et personnalisation qui est un des grands enjeux dans l'accompagnement des adolescents et jeunes adultes, d'avoir une médiation qui soit suffisamment engageante et adaptée à leurs envies et besoins. Là-dessus, je me suis questionné et je me suis dit comment le design pourrait permettre de développer davantage un JDR vraiment focalisé sur le développement des compétences psychosociales et donc l'engagement des adolescents et jeunes adultes dans des activités prosociales. Le design nous propose différents outils, notamment une des sous-disciplines du design qui est le design comportemental. Donc, l'idée principale du design comportemental va être de chercher à influencer subtilement le comportement humain en s'appuyant sur des méthodologies de psychologie, mais dans un but précis. Ça va être celui de permettre un engagement et le développement de la motivation des gens pour les guider vers des actions positives sans pour autant chercher à les contraindre. C'est ce qui a amené, d'un point de vue très concret, à la création de nudge. Donc nudge, coup de pouce en anglais. Ça va être toutes les interventions concrètes, designées, dans le but d'encourager quelqu'un à faire quelque chose dans son meilleur intérêt ou dans l'intérêt général, sans pour autant le contraindre ni le priver de sa liberté, sans le faire forcer d'une manière ou d'une autre. On a des grands exemples du nudge, notamment le grand classique autocollant dans l'urinoir, qui a permis de faire en sorte que la propreté soit bien plus importante dans les toilettes pour hommes, tout simplement parce que c'est un réflexe. Dès qu'on voit cette mouche dans l'urinoir, on cherche à la viser. Et on a d'autres représentations possibles de nudge, typiquement le système de vote qui encourage les personnes à jeter leurs mégots de cigarettes plutôt que de les balancer par terre. Ou encore dans l'image que j'ai pu vous partager là, le fait de mettre une marelle tout simplement vers une poubelle, ce qui rend l'acte de jeter ses poubelles plus ludique. Les nudges s'appuient sur une théorie donc, basée sur le modèle comme B. L'idée que pour pouvoir inciter un nouveau comportement chez un individu, il y a besoin de 3 ingrédients. Il y a 3 facteurs à mettre en place: la motivation, l'opportunité et la capacité. Si une personne se sent la capacité de pouvoir mener une action, qu'il a l'opportunité de le faire et qu'en plus il y a une motivation intrinsèque à aller au bout de cette action, il se peut que son comportement évolue pour réaliser l'action voulue. Donc le nudge doit pouvoir intégrer l'ensemble de ces 3 facteurs si on veut vouloir créer un nouveau comportement chez l'individu. Pour ce faire, il y a une méthode, la méthode IST ou SOFA en français, pour concrètement les recommandations pour construire un bon nudge. Donc un bon nudge devrait être constitué de ces 4 éléments. Un bon nudge doit être social, doit être opportun, arriver au bon moment, doit être facile et doit être attractif. C'est quelque chose typiquement qui peut s'appliquer dans le domaine du JDR. Dans l'idée, par exemple, le fait que le nudge puisse être facile, ça implique qu'il puisse l'idée va être de pouvoir simplifier les choses ou d'utiliser des valeurs par défaut dans les représentations que l'on donne. Typiquement, dans un JDR, penser à concevoir des fiches personnages ou encore des narrations dans lesquelles
Tout est accessible et relativement simple et proposer des valeurs de base aux joueurs. Dans le côté attractif, il y a l'idée d'utiliser des récompenses, mais de manière judicieuse, pour pouvoir les utiliser dans le but d'inciter un comportement précis. Opportun, ça sous-entend qu'il est nécessaire effectivement de communiquer des messages au bon moment, mais surtout de permettre, par exemple dans le JDR, aux joueurs de répondre ou de préparer la réponse à ces messages. Et enfin, l'un des points les plus forts va être le point social, où les grandes recommandations sont autour de la création de liens entre les individus, le fait de nouer des alliances, favoriser l'implication les uns avec les autres, ou encore de développer des normes sociales, va permettre d'avoir un impact plus fort dans la création d'un nudge. J'ai par exemple le cas d'un JDR, qui va être le JDR Knight, développé par Entremont, dans lequel les joueurs incarnent tous des chevaliers de la table ronde et qui vont devoir respecter les codes de la table ronde. Ça permet d'avoir une première norme sociale mise en place directement dès le début du JDR, ce qui va de base inciter les comportements des joueurs vers une direction. Donc, en plus des méthodes du design comportemental, le design nous propose tout un processus de conception et de création de projets qu'on appelle le design thinking et qui a comme idée principale que tout produit ou service devrait être conçu centré autour de l'utilisateur. L'utilisateur doit être au centre de notre produit ou service et que ce dernier doit être conçu tout autour de l'utilisateur pour répondre à ses problématiques, ses besoins et ses enjeux. Et c'est ce que j'ai appliqué dans le cas de mon projet pour concevoir des éléments de design de JDR autour du besoin et de l'utilisateur, c'est-à-dire le développement des compétences psychosociales. Le processus de design thinking se décompose en 5 étapes. La première étape est la phase d'immersion, dans laquelle on va chercher à recueillir un ensemble d'informations autour de l'utilisateur. Dans le cas de ce projet, c'est autour des jeunes en réhabilitation sociale à la suite. Donc j'ai pu interviewer les jeunes par rapport à ce qu'ils vivaient, leurs problématiques, leurs enjeux, mais également les psychologues qui les accompagnaient, et d'autres spécialistes ou encore des spécialistes du JDR pour pouvoir, avec toutes ces informations, toutes ces insights, passer à la phase de définition, donc de cadrage de la problématique, des enjeux ou des objectifs qu'on va vouloir atteindre ou des sujets qu'on va vouloir traiter autour du JDR pour répondre aux problématiques des jeunes, pour ensuite passer à la phase d'idéation, ce qui est la phase créative pendant laquelle on va chercher à trouver plein de solutions sans chercher à trier, faire un portfolio d'idées qui vont permettre de répondre à toutes les problématiques identifiées précédemment. S'ensuit la phase de prototypage, où là, on va chercher à affiner toutes les idées qui nous sont venues, les combiner ensemble, les trier, les classer, les modifier, pour proposer un ou plusieurs prototypes viables que l'on va pouvoir tester lors de la phase de test. Et lors de la phase de test, l'objectif est de pouvoir présenter la solution aux utilisateurs, dans ce cas-là, les jeunes que avec qui j'ai pu tester les différents modèles que j'ai pu créer, de recueillir des informations qui vont générer de nouveaux insights, de nouvelles informations pour une phase d'immersion. Donc en traitant les données de test, on va pouvoir trouver de nouvelles informations et pouvoir travailler sur de nouvelles problématiques. Pour recueillir ces données de test, il y a un autre modèle intéressant dans le monde du design, cette fois-ci dans le monde du design de jeu, qui est le modèle MDA, mécanique dynamique esthétique, qui va permettre de faire le lien entre les mécaniques d'un jeu, c'est-à-dire l'ensemble des éléments constituants du jeu, ainsi que son système de règles, et la dynamique du groupe, c'est-à-dire le comportement des joueurs autour des mécaniques du jeu, et enfin sur l'expérience que cela génère chez les joueurs, qu'on appelle l'esthétique. Dans mon contexte, je suis parti du principe que l'esthétique était l'expression des compétences psychosociales au cours du jeu, et j'ai pu, du coup, grâce à ce modèle, chercher à faire un tableau
de traçabilité entre ce qu'on observait en termes de compétences psychosociales émergentes au cours des sessions de jeu, les dynamiques de groupe qui avaient lieu et les mécaniques de jeu qui étaient engagées lors de ces moments-là. Et ça m'a permis de refaire un panel de données sur toutes les sessions de jeu que j'ai eues avec les jeunes à Necker pour pouvoir faire des itérations dans mon processus de design thinking. Maintenant, je vais vous présenter quelques exemples d'artefacts, donc d'éléments designés autour du jeu de rôle qui ont permis d'exploiter certains modèles de nudge en vue d'avoir un impact positif sur les comportements des joueurs, notamment pour qu'ils aient des comportements prosociaux. Donc, le premier artefact sur lequel j'ai travaillé est celui de la fiche personnage, le grand classique du JDR. Là-dessus, j'ai réfléchi donc avec Mathieu Seigné, qui est designer de jeux de rôle et gérant d'un établissement, oula, petit trou de mémoire. Anyway. Donc nous avons travaillé ensemble sur des éléments de design autour des fiches personnages. Nous sommes arrivés sur un premier prototype qui était la fiche personnage tangible, dans lequel les éléments de jeu, notamment les données utilisées par les joueurs, étaient des éléments physiques, typiquement avec les points associés aux caractéristiques, tels que la dextérité, la force, l'intelligence et le charisme, étaient représentés par un ensemble de dés. L'idée là-dedans, c'est de pouvoir influencer le nudge d'affordance, le fait que la simple représentation de l'objet donne une idée de son utilisation et des informations à en tirer. Le fait de voir des dés de couleur associés à une compétence et un nombre spécifique de dés nous donne des informations sur notre personnage, sur ses capacités et sur le niveau qu'il a sur certaines capacités. On a aussi le nudge de cadrage qui est déclenché par ce modèle-là, tout simplement en utilisant un certain nombre de capacités, de caractéristiques spécifiques. Le joueur va être incité à adopter des comportements associés. Typiquement, le fait d'utiliser des compétences de charisme va inciter le joueur à adopter un comportement lié à la communication ou à l'interaction sociale, notamment si ce dernier possède plusieurs dés dans cette caractéristique, parce qu'il sait qu'il y aura davantage de chances de réussir une action associée. En plus de ça, notre modèle va permettre de déclencher le nudge de réduction de charge cognitive. Tout simplement en limitant le nombre de caractéristiques, on évite que le joueur passe trop de temps à savoir quelles compétences ou quelles caractéristiques utiliser lors de ses actions, au risque de le faire sortir de la narration et donc de perdre son attention en cours de jeu. Plus de la fiche personnage, nous sommes posés des questions sur le système de résolution d'action, notamment sur le fait d'utiliser ou non tout simplement des dés et un système d'aléatoire pour pouvoir résoudre les actions. Et en l'occurrence, nous avons décidé de garder ça, tout simplement parce que ça permet d'activer le nudge de récompense variable, qui va notamment permettre un maintien de l'intérêt et d'inciter le joueur à continuer d'explorer différentes stratégies, notamment sur le fait que le résultat de ces actions puisse être différent d'un moment à un autre. Néanmoins, nous avons pu tester deux modèles de résolution d'action. Un premier modèle dans lequel le joueur va avoir un certain nombre de dés en fonction du niveau de son personnage et qui va pouvoir additionner le score de l'ensemble de ses dés pour savoir si l'action est réussite ou non. Et un autre modèle basé sur le système de jeu PBTA, Powered by the Apocalypse, qui se résout tout simplement avec 2d6, avec en fonction du score un résultat qui sera un échec ou une réussite partielle ou une réussite totale. Et je vais vous expliquer dans quelques instants que les deux systèmes n'ont pas eu le même résultat, n'ont pas eu le même effet en termes d'engagement des compétences psychosociales chez les joueurs. Enfin, en plus du système de résolution d'action et de la fiche personnage, nous avons travaillé sur les compétences des personnages, notamment en les rendant beaucoup plus tangibles et visuels en utilisant un système de cartes de jeu qui vont représenter
les compétences des personnages, notamment pour activer le nudge de science. Le simple fait de mettre en évidence de manière claire et limitée les compétences des personnages va les rendre plus accessibles et encourager les joueurs à les mobiliser. Nous avons utilisé également le nudge de réduction, de structuration du choix, donc l'option par défaut. Le fait qu'il y ait un nombre limité de compétences possibles pour le joueur va inciter ce dernier à l'utiliser dans ses actions plutôt que de faire des choix totalement aléatoires d'improvisation. Typiquement, si on donne à un joueur une carte charisme ou éloquence, ce dernier va être beaucoup plus enclin à adopter ce comportement, chercher à interagir lors de ses actions. Et enfin, le nudge d'engagement. Nous avons décidé dans le système de règles que les joueurs puissent engager ensemble des cartes au cours de leurs actions, ce qui les a incités à agir implicitement ensemble en collaboration, ce qui a pu permettre de renforcer ou activer cette compétence psychosociale. Les résultats autour de l'utilisation de ces différents artefacts ont été différents. On a pu l'observer lors des mesures et la réalisation des tableaux de modèles MDA des différentes sessions de jeu, notamment sur l'utilisation donc de la fiche personnage tangible et du système de dés avec des caractéristiques donc, classiques. Eh bien, il y avait notamment une incompréhension par les joueurs du résultat des dés. On observait notamment qu'il y avait souvent un manque de corrélation perçue par les joueurs entre une action et sa caractéristique. Quand ces derniers, dans la narration, proposaient l'action qu'ils voulaient faire, c'était systématiquement au meneur de jeu de dire quelles caractéristiques il devait utiliser. Ces derniers ne voyaient pas vraiment l'intérêt de l'utilisation de ces caractéristiques. Et en gros, le système devenait tout simplement un élément technique, mais des actions qu'ils cherchaient à réaliser. Il y avait également des éléments plus positifs, notamment l'utilisation des cartes compétences qui a eu des résultats très intéressants. Notamment, ça a permis aux joueurs de faciliter grandement l'appropriation des capacités des personnages. Et le fait d'utiliser les cartes pour maximiser leurs chances de réussite a été clairement intégré par les joueurs et ça les a même poussés à travailler la narration autour de ces caractéristiques et de ces capacités, et donc d'engager les comportements prosociaux attendus au travers de ces cartes. En plus de ça, l'utilisation du second système de résolution d'action, basé sur les 2D6 du modèle PBTA, a été beaucoup plus efficace, car dans ce système, le joueur sait immédiatement si son action est une réussite ou un échec, sachant que le score est systématiquement le même en cas de réussite ou d'échec. Donc, ma conclusion autour de ces différentes expérimentations, c'est déjà qu'au cours des différentes sessions de jeu que j'ai pu avoir avec les différents participants, on a pu voir une évolution dans l'engagement des compétences psychosociales et des comportements prosociaux des joueurs en fonction des différents artefacts testés, notamment sur les compétences telles que le coping, ou le fait de faire face à l'adversité, où les joueurs sont passés d'une approche plus individuelle sur certaines mécaniques de jeu à une gestion plus collective des défis, notamment lorsqu'on a utilisé des cartes compétences. Un meilleur développement de la connaissance de soi, encore une fois grâce à l'utilisation de ces cartes, qui leur a permis de savoir et refléter quelles actions ils préféraient réaliser plutôt que d'autres, ainsi qu'une autre évaluation positive grâce au second système de résolution d'action basé sur les 2D6, qui leur permettait d'être plus encouragés dans leur comportement, sachant que les résultats n'étaient pas systématiquement un échec. Ça leur a permis également de développer davantage des compétences autour de l'assertivité et de la demande d'aide, tout simplement sur le fait de pouvoir se partager des cartes au cours des actions de jeu, ou encore leur collaboration ainsi que leur capacité de communication, notamment grâce à la narration partagée,
utilisés au cours du JDR. Donc, les perspectives et améliorations dans cette recherche sont autour du fait qu'il est difficile de mesurer objectivement l'impact des compétences psychosociales. Ça reste une analyse qualitative sur l'évaluation du comportement des joueurs et qu'il serait intéressant de faire une étude longitudinale, c'est-à-dire de faire un suivi périodique plus prolongé avec un groupe de joueurs fixes pour évaluer l'impact dans le temps d'utilisation d'un système de jeu plutôt qu'un autre. Mais la morale que je tire de ces expérimentations, c'est qu'effectivement, si on cherche à réfléchir notre système de jeu autour d'un objectif ou d'une expérience qu'on cherche à faire vivre aux joueurs, il est possible de redesigner le jeu, que ce soit sa narration ou encore les éléments et artefacts de jeu dans le JDR pour pouvoir atteindre ces objectifs d'expérience vécue. Je vous remercie pour votre attention. Oh. Ok, très bien. Merci Ali pour ta présentation. Alors écoute, tu seras seul à l'image puisque il y a un loupé sur la scène sur laquelle on devait apparaître tous les deux. Malheureusement, j'ai manqué de rigueur. Donc tu seras tout seul à l'image et il y a ton PowerPoint. Donc si jamais il y a besoin de revenir sur certaines slides comme ça, ce sera faisable. Alors j'invite déjà en premier lieu le chat à poser des questions. Il y en a déjà une que je te fais remonter tout de suite. C'est un commentaire d'Antoine qui dit qui apprécie le côté esthétique de ton PowerPoint. Et on se demandait aussi si ton PowerPoint serait à un moment donné transmissible, possiblement, si tu étais d'accord pour le transmettre ou si c'était plutôt confidentiel enfin voilà. Oui, je pourrais le transmettre. Bon, il y aura sûrement quelques images que je devrais retirer, notamment sur la Ouais. participation des jeunes. Mhm. Mais au-delà de ça, oui, ce sera avec plaisir de le partager au besoin. Ok. Eh bah trop bien, écoute, peut-être que la personne, donc c'est Yann de la Mulette qui pose cette question, peut-être qu'il te contactera directement ou bien sur le Discord, enfin il y a des manières faisables. Euh, Avec plaisir. bon, en tout cas, merci pour ta présentation. Donc, moi bah alors voilà, je connaissais un peu effectivement ton travail et ce que je trouve intéressant, c'est les outils, enfin, je parle du côté psy, quoi, c'est-à-dire, moi c'est vrai que c'est les outils pour penser le design que je trouve très intéressant. Néanmoins, c'est vrai que le seul bémol que je pourrais trouver dans cette présentation-là, c'est que ça manque un petit peu de clinique, quoi. C'est-à-dire, et c'est pour ça que moi, certaines des questions qui me viennent, c'est parce que Mm. c'est surtout du fait que, à plein de moments, tu as parlé des interactions que tu as pu avoir avec les jeunes, des entretiens Mm. en préambule, etc. Et moi, notamment, une des premières questions qui m'est venue, c'est quand tu as eu les interviews avec les jeunes pour ce temps de définition des besoins, bah, finalement, qu'est-ce que tu as pu un peu apprendre? Est-ce que tu peux en dire quelque chose un peu de ce moment-là? Oui, alors, ce que j'ai pu apprendre, effectivement, donc déjà, c'était un entretien semi-directif avec des questions sur leur expérience du jeu de société, du jeu de rôle en général. Donc, ces derniers, pour la plupart, n'avaient pas de connaissances autour du jeu de rôle. C'était aussi un des premiers enjeux qu'on a pu identifier, le fait de pouvoir faire jouer des joueurs à un jeu de rôle sans aucune connaissance. Typiquement, on ne pourrait pas faire un D&D avec le système de règles classique avec des joueurs sur un nombre limité de séances dans un tel contexte. Mais au-delà de ça, c'est les informations intéressantes que j'ai pu avoir avec certains des joueurs. C'est le fait que certains avaient effectivement des enjeux psychosociaux assez intéressants, notamment autour de l'anxiété sociale et de la timidité, des grosses difficultés à communiquer avec autrui. Et c'était un des points les plus forts qui a été relevé. Donc, et au cours de ces échanges, j'ai non seulement pu parler avec les jeunes, mais j'ai également pu parler avec Marion Houssin, qui est la psychologue référente de la suite, qui nous a défini également le cahier des charges, entre guillemets, à suivre pour ces expérimentations, et qui a été assez intéressant, et qui avait notamment insisté sur le fait que l'un des plus gros enjeux de compétences psychosociales à développer était autour de la résilience. Le fait de pouvoir permettre à ces jeunes de surmonter des situations difficiles et de pouvoir réagir de manière sereine à des difficultés sociales. Ok.
Ok, bon, oui, effectivement, c'est intéressant. Tu as dit la personne là que tu as interrogée, c'est euh, Oui, Marion Houssin, ouais, d'accord. Et qui a quelle fonction, pardon? C'est là-dessus que j'ai pas. qui est la psychologue C'était la référente. psy. Ouais. Ok, ok, ça marche. Ouais. Elle- Ok. Alors là, je vois une question qui vient d'arriver. Est-ce que c'est quelque chose qui est étudié? Donc c'est Thomas qui pose cette question-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est étudié ou utilisé ailleurs en France ou dans le monde? Alors voilà, peut-être que c'est ce mode d'étude, peut-être que c'est cette méthodologie-là spécifiquement. Est-ce que c'est... Alors, si on parle de la méthodologie, la réponse est oui. Elle est très fortement utilisée dans le monde, dans l'ensemble des laboratoires de recherche et d'innovation, notamment. Donc, dans différents domaines, c'est très utilisé. Bon, c'est beaucoup utilisé dans le monde du numérique, notamment dans le monde des applications ou des sites Internet, pour pouvoir inciter des comportements chez les gens. Et par contre, je n'ai pas identifié d'autres activités autour du jeu de rôle ou même du jeu de société utilisant ces méthodologies. J'imagine que ça doit se faire, mais je n'ai pas trouvé de référence de personnes qui s'amusent à utiliser le design thinking ou les processus de nudging autour Mhm. du jeu de rôle. Mhm. Tant que tu es autour de ces termes-là, je voulais revenir aussi sur un élément que tu as évoqué. Donc tu parles de cette théorie du nudge là qui a un peu pour vocation de générer un comportement. Ouais. Alors, je vois effectivement la logique sur le plan psychothérapeutique, sur le plan de l'accompagnement psychologique, etc. Est-ce que, enfin, du coup, quelle est la place aussi qui est faite là-dedans aux états mentaux? Dans le sens où, tu sais, on connaît aussi les interactions qui existent entre, il y a un comportement, il y a le phénomène comportemental d'une part, mais aussi le phénomène psychique interne. Et effectivement, parfois, c'est pas parce qu'un comportement émerge qu'il témoigne d'une évolution des états mentaux. Et je voulais ça, enfin, voilà, il y a des circonstances comme ça où ben, tu vois, c'est cette fameuse question du sourire un petit peu forcé ou de rigueur, dans le cas par exemple de la dépression, des choses comme ça. C'est-à-dire que parfois on peut tout à fait cacher, camoufler une symptomatologie psychique, psychiatrique, etc. Et je voulais savoir, est-ce que dans ton mode de réflexion, la question des états mentaux, comment est-ce qu'elle était intégrée? Si elle l'est. Alors, c'est une excellente question. Et en l'occurrence, c'est l'une des complexités, justement. Alors, c'est un peu vilain à formuler comme ça, mais c'est qui de l'œuf ou de la poule dans le développement, dans l'évolution d'un état mental. Parce que c'est vrai que cette approche autour du nudging et justement du développement de comportement se rapproche pas mal des modèles de la TCC, de la thérapie cognitive comportementale, qui c'est d'ailleurs ce qui est défendu dans le rapport que j'ai pu trouver de l'OMS sur le développement des compétences psychosociales, justement pour l'amélioration du bien-être mental. C'est qu'à force de développer des comportements prosociaux et donc de développer les compétences psychosociales, ça peut avoir un impact positif justement sur l'état interne de l'individu. C'est quelque chose que tu as mesuré? Enfin, ou ça c'est encore à l'étape de réflexion, de perspective, ou... Alors, ce n'est pas de mon côté que j'ai pu le mesurer, c'est ce que j'ai retrouvé dans des rapports, Ok, ouais, effectivement, de l'OMS. Mais ok. pour pouvoir mesurer ça, et c'est là où effectivement c'est la limite de la recherche que j'ai pu mener, c'est qu'il faudrait beaucoup plus de séances et beaucoup plus de travaux de retour et de métacognition et réalisés par des psychologues avec les patients. Ouais. Et les retours des... Bon, alors voilà, effectivement, c'est vrai que sur le processus de l'évaluation, bon, il y a tout un processus et tout ça, mais les retours des jeunes, des équipes, etc., ils sont plutôt... Enfin voilà, sur le plan qualitatif, comment ça se... Quel retour t'as pu Sur le avoir? plan Sur le plan qualitatif, les retours étaient très positifs. Je Mhm. sais que Marion Houssin, la psychologue référente, nous a sollicité à plusieurs reprises pour pouvoir retenter l'expérience Excellent. Mhm. avec ces jeunes. Elle a vraiment adoré, elle cherche des financements aujourd'hui pour pouvoir appliquer ça dans la durée. Et les jeunes, en général, ont eu des retours extrêmement positifs. Notamment, un des cas, c'était l'un des jeunes c'était celui que j'ai pu interviewer et qui souffrait d'anxiété sociale sévère, une grande timidité, qui s'est retrouvé à jouer le barde et donc, il se retrouvait avec des cartes compétences d'éloquence Mhm. et qui a adoré et qui, au bout de 4 séances, s'est retrouvé à être beaucoup plus éloquent, jouer son personnage et communiquer énormément Mhm. et qui a dit qu'il voulait concrètement continuer, qu'il adorait ça et qu'il voulait absolument continuer ses activités. Ah, c'est intéressant ça comme retour.
Euh, Bon voilà, c'est spéculatif, mais bon, il y a Yann de l'amulette qui te demande comment prépares-tu tes scénarios avant d'intervenir. bonne question. Alors, on a fait différents scénarios et concrètement, ça s'est développé sous forme de scènes, des scènes écrites dans lesquelles les personnages sont prévus de transiter. Et pour chaque scène, il y a des problématiques et des enjeux qui devaient être traversés avec autour de thématiques et de compétences psychosociales qu'on cherchait à aborder, que ce soit sur l'assertivité ou sur la, la capacité à dire non ou la capacité à demander de l'aide, le développement de l'empathie à travers avec des PNJ. Mais pour savoir quelle scène devait être réalisée, c'était principalement au cours de la phase d'idéation ou dans le processus de design thinking. Je vous remontre. Hop là, attends, Là, je remets ta présentation. ici que ça Hop là. se passe. Ici que ça se passe là. C'est notamment lors de cette phase où on a identifié en amont toutes les problématiques qu'on voulait, pour lesquelles on voulait que les joueurs travaillent. J'ai du mal à m'exprimer ce soir. Et nous avons défini un ensemble de scènes et de scénarios sous forme de petites scénettes lors de cette phase d'idéation et que nous avons pu relier avec un fil conducteur lors de la phase de prototypage. Ça fait entre guillemets partie de la phase de design, mais c'est plus du design narratif à ce niveau-là. Hop, hop là, pardon. Ok, très bien. Bon, ah oui, une remarque aussi. Enfin, tout à l'heure, je t'ai pas secouru quand tu as un peu, quand tu cherchais tes mots pour nommer, tu sais, ce fameux lieu là dont tu voulais parler. Est-ce qu'il s'agissait par Oui, hasard de la plume du phénix? C'était de exactement. cela. Bon, ça marche. C'est les aléas du direct et du stress, mais je parlais bien de la plume De de la plume du Phoenix, phénix. Ouais. établissement à Paris dans lequel Mathieu Seigné pratique beaucoup d'interventions de JDR, mais également de design ses propres JDR et sessions de jeu. Uhum. Et ok. Et bah, est-ce qu'on peut retrouver du coup des exemples de ces jeux, de ces sessions quelque part ou pas du tout? Absolument, absolument. Vous pouvez nous retrouver en ligne dans l'actuel play l'Aude du Phénix, dans lequel Mathieu design pour nous des sessions et des scénarios de jeu, justement avec cette idée de promouvoir le développement de compétences psychosociales et notamment l'engagement psychologique dans des interactions. Est-ce que je peux me permettre de glisser le lien de la chaîne sur le chat? Bien sûr, avec Ouais? plaisir. Eh ben écoute, du Avec coup, grand joie. c'est fait. Très bien. Super. Euh, eh ben super, écoute, moi je vais te proposer qu'on s'en tienne là, du coup, si ça te va. Bah, alors, avant cela, je viens tout juste de voir le message de Yann qui espère pouvoir échanger avec toi autour du jeu de rôle un de ces jours. Donc il est aussi sur le Discord, donc vous pouvez vous mettre en lien par ce biais-là si jamais euh, si tu cherches un pseudo autour de l'amulette, amulette, comme une amulette, Ok. tu pourras, voilà, tu pourras certainement le retrouver par ce biais-là. Bah, ça marche, avec plaisir. Ok. Bon, alors Ali, je te remercie pour ta participation. J'en profite pour dire à l'ensemble des personnes présentes que nous allons du coup faire une petite pause d'une quinzaine de minutes. Je propose qu'on se retrouve juste avant 21 h pour la deuxième intervention, qui est l'intervention du coup de Cax, qui elle aussi est euh, meneuse de jeu dans le cadre de l'actual play La Lance Brisée, pour aussi écouter son intervention. Voilà, du coup, je vous dis à tout à l'heure.